Bonjour, j'allais dire bonsoir, mais en fait, bonjour. Eh ben, bienvenue pour cette 4e journée du festival, en partenariat avec Franck Laroménès. Merci à vous de votre présence pour cette séance. On recevra à l'issue de la projection le réalisateur Alexandre Lano pour un échange. Et puis je passe la parole à Eric Jolivat, le distributeur du film, pour cette... Ah non, oui, si, je t'ai bonjour. Voilà, pour vous dire bonjour. Oui, je t'ai pas donné de micro, c'est vrai. On va mettre sérieux. On dirait que je viens de me réveiller, en fait. Je suis désolée, c'était pas le cas. Bonjour. De toute façon, on va aller assez vite, parce que je sais qu'on a un peu moins d'une demi-heure derrière de débat avec Alexandre Lano. Vous verrez que c'est quelqu'un de très très brillant et qui a plein de choses à dire sur son film, et surtout que c'est un film qui pose énormément de questions, qui apporte pas mal de réponses, mais surtout qui pose des questions. Pour la petite histoire, nous on l'a découvert au Festival de Venise en 2019. Ça fait partie de tous ces films qui ont été reportés suite au Covid. Et vous allez voir que c'est l'histoire d'un scandale sanitaire et l'histoire de pots de vin et de tout ce qui gangrène le système politique roumain. Mais, comme le titre le montre un petit peu bien, vous allez voir que c'est aussi, ça parle énormément de ce qu'on a vécu les derniers mois, les dernières années. Nous, avec la crise du Covid, on s'était dit qu'on allait attendre. On s'était d'abord allé, on attend 6 mois avant de le sortir, ça va aller mieux, les gens vont passer à autre chose. Et 6 mois après, on a dit, ah, c'est toujours pas le cas, et tout. Donc à un moment, il fallait le sortir, et voilà, c'est là. C'est un film qu'on adore, et j'espère vraiment qu'il va vous passionner. C'est monté comme un thriller. Et voilà, tout à l'heure, Alexander, vous verrez, parle anglais mais comprend parfaitement le français. Vous pourrez lui poser les questions en français. Et on a eu un petit souci d'interprète, donc c'est moi qui traduirai de l'anglais au français. Ça devrait bien se passer, j'ai déjà fait 2-3 débats avec lui, mais au cas où, vous me pardonnerez 2-3 approximations. Et de toute façon, lui me corrigera vu qu'il comprend le français. Voilà, je vous souhaite une très très bonne séance et à tout à l'heure. Il y aura encore 15 personnes en moins dans la salle, puisque le jury n'a pas le droit d'assister au débat. Merci. Mesdames, Messieurs, Alexander Nanao. Ça fait plaisir de vous voir vous lever, madame, parce que je crois que la première fois que j'ai vu ce film, j'ai ressenti la même chose que vous. J'ai découvert le film en salle. Alors j'ai une petite histoire avec ce film personnel, donc je vais vous la donner en introduction. J'ai rencontré Alexander en 2019, donc son film venait d'être présenté à la Mostra de Venise. Et en octobre, donc quelques semaines après, je travaillais pour un autre festival qui était le Festival international du film de La Roche-sur-Yon. Et on avait donc fait la première française du film. Et déjà à l'époque, le film m'avait stupéfait, vraiment. Je crois qu'il ne faut pas être un spécialiste ou un grand amateur de documentaire pour se rendre compte très rapidement qu'on a affaire à un film très très important. Et qui nous amène sur des chemins qu'on n'a vraiment pas du tout l'habitude de voir dans un documentaire. On a presque l'impression d'être dans une fiction. C'est quelque chose de très troublant, de très 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 étrange, et on est capté du début à la fin. Alors, ce jour-là, je n'avais pas vu Alexander, je faisais autre chose, je travaillais, j'avais vu le film, et un soir, le soir du jour où on a passé son film à La Roche-sur-Yon, il était là dans une boîte de nuit, j'étais pas loin, j'ai commencé à parler avec lui parce que j'avais tellement de questions à la bouche sur les conditions, les moyens, enfin, comment peut-on faire un documentaire comme celui-là? Et du coup, aujourd'hui, j'ai beau l'avoir revu depuis, mon émotion reste intacte à chaque fois que je le revois, je pense que vous êtes dans le même état. Et du coup, je vais poser une question simple à Alexander. Est-ce que tu as conscience d'avoir fait un grand film, un film important? Et si oui, quand en as-tu pris conscience? No, not at the beginning. At the beginning it was more maybe a feeling of, you know, the whole thing was such a national tragedy and everybody was so taken by it that I felt, even though
will be a very local story. I have to just use my best skills to really try to make a film about it. Non, alors j'ai pas vu dès le début parce que c'était quelque chose un peu intime, sur une tragédie nationale, mais j'ai senti très vite qu'il fallait que je fasse de mon mieux pour pouvoir retranscrire cet événement. But while we were filming, it was 2016, the whole world started to become what we were filming. Press was attacked, populists were taking over, so we felt that the story we are filming really starts to connect to what we are seeing around us in the whole world. Oui, quand on a commencé à filmer, c'était en 2016, et on s'est aperçu très vite que l'histoire n'était pas que locale, mais commençait à être internationale, notamment avec la montée des populismes un petit peu partout en Europe. Alors ça, évidemment, ça a à voir, parce que ma première question était un peu celle-là, parce qu'elle on va dire qu'elle introduit assez naturellement la question de base qu'on se pose généralement quand on rencontre un documentariste, c'est de savoir comment les choses se sont faites. Parce qu'un documentaire, ça s'écrit. Comme un film de fiction, un documentaire s'écrit. Mais en documentaire, comme on filme de la matière réelle, évidemment, l'écriture se fait aussi beaucoup pendant qu'on travaille. Ici, c'est encore plus vrai, puisque les événements se sont déroulés au fur et à mesure que tu enquêtais, donc tu pars d'une intention initiale, et du coup, ben, voilà, c'est la question un peu bateau qu'on pose à tous les documentaristes, mais comment c'est fabriqué le cheminement de ce film depuis le début jusqu'à finalement à la fin. I mean, with observational filmmaking, as I do it, you never know what will be the story. So you never know if there will be a film, you never know if the bet you make on following certain characters will pay out and will also be able to sustain a whole film. So it was, you know, the story as it was the story how we discovered it, and then in the editing room, our job was really to try to be, you know, there are two things, because this is about journalism. So we had once to keep 100% true to facts. We could not manipulate the storyline just to serve a better storytelling. En fait, effectivement, quand on fait un documentaire d'observation comme ça, on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va suivre, est-ce qu'on suit la bonne personne au bon moment. Donc beaucoup de choses se sont créées sur la salle de montage, et c'est à ce moment-là qu'il était pour moi très important de s'en tenir aux faits. On travaillait avec des journalistes, donc on ne pouvait pas manipuler au montage ce qu'on avait vu, et c'est pour ça que pour nous, il y avait cette idée de la morale qui était là. And then the fact that it plays like a thriller is really the way we experienced while we were filming. It was for us, as what I tried to pass on to the viewer was the same. We were discovering everyday things that were more and more shocking, and that we needed a lot of time to understand how that is possible, that people do such things to other people. Et la façon dont vous le voyez, pratiquement comme un thriller, c'est un petit peu en fait ce qu'on a reçu, la façon dont on a ressenti cette histoire au jour le jour. Tous les jours, il y avait des choses de plus en plus choquantes qui arrivaient, et donc on se retrouvait face à ça et avec ce besoin de le retranscrire. Alors j'imagine que là on touche quelque chose qui est assez particulier dans ce film, c'est que probablement une des choses les plus évidentes pour moi dans la capacité qu'ont les gens de se projeter dans ce film, c'est qu'en fait, il y a très peu de distance entre la posture que tu as eue pendant que tu faisais le film et la posture qu'on a en tant que spectateur en voyant le film. Finalement, l'étape du montage que tu as faite, parce que j'imagine que tu dois avoir des centaines et des centaines d'heures de rush, mais au final, tu as fait un exercice de montage que tu présentes à des spectateurs, mais finalement, la traversée qu'ils font dans l'histoire, dans les faits, et même dans l'histoire avec un grand H, parce que les conséquences sont graves et importantes, en fait, c'est la même chose. On suit la même trajectoire que toi, et je crois que c'est ça, en fait, qui fait que le film est aussi troublant. Yeah, that is also, or was from the very beginning, my aim, and that's also how I see observational filmmaking. I try to make the viewer forget that I am there, that I am filming the story. I think it's important, for me it's important that
a film, be it a documentary, really work like even like a good book, like a good novel, that you're just in the story, you identify, you forget that you're reading a story, and you're really sent on an adventure, basically, on a profound experience that can, you know, preoccupy you even weeks after you have seen it. So. Oui, effectivement, mon objectif, c'était vraiment de mettre le spectateur à ma place. Je pense qu'un documentaire doit être un petit peu comme un bon livre, comme une bonne histoire. On doit vraiment se mettre à la place et montrer toute l'expérience ressentie. Yeah, you know, I'm, for example, not a big fan of film d'auteur. You know, I get bored by 80% of them because when I see the author and I see that the author tries to tell me that he's more clever than me as the audience, I get bored. And so my aim really is to just disappear as a filmmaker. Alors, en fait, je suis pas un très très grand fan de films d'auteur. Je m'ennuie devant quasiment 80% d'entre eux. Donc, l'idée était de faire un film un petit peu plus péchu. Oui, et puis du coup, un film où, donc, en tant que cinéaste, tu deviens transparent. Et c'est drôle parce que du coup, on a affaire à quelque chose qui ressemble pour moi à une espèce de tour de force. C'est que tu arrives à devenir très transparent, en effet, tu t'invisibilises beaucoup. Et pourtant, quand on y repense, parce que c'est vrai qu'on est pris dans une narration. On se sent pris dans une narration, on oublie en fait que même quasiment qu'on regarde un documentaire, parce que le montage est fait comme ça, parce que les personnages sur lesquels tu es tombé sont des vrais personnages. Et là-dessus, tu as eu de la chance parce que tu disais tout à l'heure que finalement tu peux avoir des doutes pendant que tu fais le film sur est-ce que je suis la bonne personne. Il se trouve que tu as quand même suivi les bonnes personnes parce que tu te retrouves à la fin dans la voiture du ministre. Et c'est quand même un truc de fou. Au fur et à mesure, on se rend compte que l'histoire est dingue, mais qu'en plus ton positionnement en tant que cinéaste est dingue. Parce que, je ne sais pas, est-ce que c'est de la chance? C'est du flair? C'est du professionnalisme? C'est quoi ça? Maybe all of it together, I don't know. Peut-être tout à la fois. Ouais, donc en fait, c'est un peu le mystère du bon positionnement, d'être au bon endroit au bon moment, et puis surtout après de savoir quoi faire de cette matière. Je pense que j'aimerais bien maintenant aller sur le fond de ce dont parle le film, parce que c'est vrai que ce n'est pas qu'un dispositif. Un film, même si ici c'est vrai qu'il est quand même assez stupéfiant. On a une histoire qui initialement te choque comme choque tous tes compatriotes, une histoire dont en France on n'entend pas parler. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient déjà entendu parler de ça. Mais... Yeah, because it just 2 weeks after this Bataclan happened, so it was in the news, but then Bataclan happened, and so worldwide that became the news. Voilà, vous avez sûrement compris. Donc en fait, la tragédie collective est arrivée 2 semaines avant la tragédie du Bataclan et des attentats. 2 semaines après. Après, pardon. Non, 2 semaines avant. 2 semaines avant, c'est ça. Yeah. Ouais. Donc le temps que ça arrive aux oreilles de la France, on était évidemment ailleurs. Alors c'est une histoire qui se passe en Europe, c'est une histoire qui se passe dans un pays proche, et c'est vrai que c'est une histoire dramatique, et ensuite il y a tout un système qui se dévoile. Je ne sais même pas tellement quelle question j'ai envie de te poser par rapport à la richesse en fait, de tous les... Il y a tellement de sujets qui émergent, le problème des hôpitaux, le problème de la corruption, le problème de ce journal. Il y a aussi ça qui est intéressant, c'est que les journalistes que tu suis sont les journalistes d'un magazine, enfin d'un journal sportif, dont on se dit à un moment, il y a un manifestant qui dit « Dans quel pays sommes-nous, enfin, où en sommes-nous arrivés si nos journalistes d'investigation sont des journalistes sportifs ?» Et c'est vrai que, du coup, en fait, je ne sais même pas quelle question j'aurais te poser par rapport à ça, on y passerait 10 ans. Qu'est-ce qui, pour toi, est le plus essentiel là-dedans? Qu'est-ce que tu as envie vraiment de commenter plus particulièrement ici, maintenant? What do you want to comment about the fact that this is a journalist from a sports magazine that leads the investigations? Yeah, so these people from those, they are investigative journalists since over 20 years, but they investigated in the sports world. It's a big passion, they are known for it, they are famous for having brought down ministers of sport that had to go to jail, or the big football bosses in the country. And because it was such a state affair where they manipulated and lied, and big media would not ask the right questions, the whistleblowers went to this journalist because they had
the impression that maybe they would be courageous enough to investigate the power. En fait, les journalistes sportifs que vous voyez sont des journalistes qui avaient déjà travaillé sur beaucoup de scandales d'État au niveau sportif. Des grands boss du football étaient partis en prison. C'était vraiment, voilà. Alors que dans les médias plus traditionnels, vous savez que tout était un petit peu muselé. Donc les lanceurs d'alerte ont préféré aller voir ces personnes-là, quand il a fallu enquêter, que les médias traditionnels. Et en l'occurrence, ils sont à la hauteur de ce que l'on attend d'eux, et ce sont en fait, on découvre une équipe de journalistes qui sont d'une qualité semblable en investigation à, chez nous on dirait Mediapart ou je sais pas quoi, mais en tout cas il y a vraiment quelque chose de cette trempe-là. Ce sont des gens qui sont très sérieux et très tenaces. Du coup, on parle d'un incendie qui fait beaucoup de victimes. Au tout départ, donc tu es voilà, concitoyen roumain, bon tu habites en Allemagne hein, si j'ai bonne mémoire maintenant. Évidemment ça te choque, donc tu décides de t'attacher à ça. J'imagine, mais je ne suis même pas sûr, que l'angle premier d'approche de la tragédie, c'est les familles des victimes. C'est là que tu as commencé. Yes, yes. I mean, that was the first thing that was on our mind, to understand what these people are going through and how they were basically you know, violated by the state and by the politicians that kept on lying even after all the deaths. They kept on lying that there was nothing else to do. Oui, effectivement, mon idée c'est d'aller voir des victimes et notamment de voir cette violence d'État qui était envers elles et effectivement cette idée d'impuissance qu'elles ont tout de suite ressentie. And the tragic is that even today, which is what, 5 years later, these people are still lied to, and the judicial system in Romania did not condemn anyone. Okay. So no medical, you know, no doctors, no politicians that have lied in such a manner. They were even decorated by the president of the country for their great work. The people that diluted the disinfectants are free. The hospital manager you see in the film is free. And so basically the state and the power seems to control really the judicial system that is adjourning and adjourning and adjourning all the time the trial. Voilà, et ce qui est terrible, c'est que finalement, 5 ans après cette tragédie, aucune des têtes pensantes, aucun des directeurs d'hôpitaux n'a été mis en examen ou jugé à travers ça, qu'on a l'impression que l'État justement ajourne encore et encore et encore les procès et que finalement rien ne se passe. So these people just go to the trials, hope that someone will do justice, but it's clear that the judges, most of all, try to prevent, to come to an end with the trial. Et voilà, et ce qui est le plus triste encore, c'est que toutes les familles des victimes vont au procès, espèrent qu'il va se passer quelque chose et qu'il est clair que les juges essayent de protéger les accusés procès après procès, année après année. Alors, une des forces aussi du film, c'est que donc, tu suis tous les événements, les procédures, etc. Et il y a ces passages un petit peu différents où tu vas suivre de plus près une des victimes, Grande Brûlée, qui fait des photos et qui va jusqu'à faire une exposition de photos et qui est vraiment là dans une dynamique de réappropriation de son corps. On sent que tu as utilisé cette figure-là comme un contrepoint au reste. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la raison pour laquelle tu as voulu faire un focus sur cette personne-là? Est-ce que ça venait amener comme chair dans le film? Yes, I was fascinated by her because she was maybe so different from also the rest of the victims that she really didn't hide, but more she showed. So because you see in the film how, you know, in Romania it's a society that really also, it comes out of the communist times where, I don't know, the people in families that had handicaps would be hidden in houses, you know, they would not go out. It's really a society that still has to learn that, you know, a handicap is nothing unnormal.
Donc oui, j'ai été très fasciné par elle, parce que contrairement aux autres victimes, elle se montrait énormément. Il y avait cette idée de montrer le corps, alors qu'on est dans une société où en fait, voilà, le côté de handicapé, les victimes étaient vraiment cachées dans les maisons et on n'arrivait pas à les montrer, elles ne sortaient pas. And so I found her way of exposing herself and wanting with such a force to fight what is happening all the time, to try to forget this incident, to not condemn people, to hide it, basically. I found it very strong from her, most of all, as a woman who was beautiful and still is beautiful, to make this statement and say, you can't look away. That's how I am now, and I will go on. Et donc c'est pour ça que j'ai trouvé très très forte, parce que justement il y avait cette force de montrer les cicatrices et surtout d'empêcher que l'on cache tout ça et de dire vraiment au monde et en plus aux gens, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est comme ça que je suis, c'est comme ça que ça va continuer. Vous avez une question ? Eh bien oui, j'allais vous proposer de passer aux questions, sinon je peux continuer comme ça 1 heure, c'est là. Oui, bonjour. En fait, j'ai 2 questions. Est-ce que vous avez été touché directement par l'incendie du collectif ? Quel a été votre moteur pour démarrer ce reportage ? Et après, il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien. C'est comment, qui paraît assez surréaliste, comment ce ministre vous ouvre à ce point-là son intimité et l'intimité de ses décisions. Alors, il y a peut-être quelque chose que j'ai pas compris, c'est qu'il vient de ce même système, lui. Même si c'est... Non ? Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Parce que, à un moment, il est dit dans le film que le gouvernement a sauté, mais après, c'est un peu éludé. On passe directement à ce monsieur qui s'occupait des victimes et qui est un communicant incroyable. Enfin, voilà. Donc, voilà. Yes, no, I was not directly influenced by the incident. For sure, the whole country was in. It was really everyone knew someone who was in the club, and I also had an acquaintance that nearly died in the club. He was filming the whole concert. That's also where I have the images from. When I met him when he was out of coma, I met him and I invited him to be part of the project because he was also a documentary filmmaker. Oui, donc j'ai pas été touché personnellement, mais c'était quand même un scandale national. Donc tout le monde connaissait quelqu'un qui connaissait au moins quelqu'un qui était dans cet incendie. Quand même, une de mes connaissances était un documentariste qui filmait à ce moment-là le documentaire et que je suis allé rencontrer justement quand il sortait du coma et dont on a pensé travailler ensemble. And with the minister, I think it was luck that the government had needed to appoint someone from outside the political system who was not linked to politics at all. And that's also when I understood that might be the chance for me to try to persuade him to let me film, because a politician or someone from the system would never let you do that because his career would end. There is a code of conduct in the systems, even in France, I guess. Nobody should look into our system because you never know how it can harm any of us. Et concernant le ministre, effectivement, la chance que j'ai eue, c'est que ça ne soit pas d'abord un homme politicien, parce que si ça avait été un homme politicien, il ne m'aurait jamais laissé filmer, il aurait sûrement été viré tout de suite après, permis de pouvoir rentrer comme ça dans son intimité. C'était le même gouvernement. Alors du coup, la question c'était d'où vient-il ce monsieur? No, it was so in the film. What you see in the film is basically during 1 year, Romania had a government of technocrats. These are people that are basically specialists that the parliament agrees that for a time being they can take over the government. So they were not a political party, that government, but that said, they also made a lot of mistakes, and I think that's also why they lost a lot of support and people didn't go to vote because they were disappointed. As you can see, the first Minister of Health, also appointed by the same government of technocrats, was an asshole. Donc vous l'avez vu, pendant un an en Roumanie, il y a eu
un gouvernement de technocrates, donc de spécialistes, mais qui n'étaient pas des hommes politiques, et donc qui ont aussi fait énormément de bêtises. Et c'est pour ça qu'après, vous le voyez à la fin, les votes n'ont pas été en leur faveur. Et il s'est avéré aussi que si ce n'était pas des hommes politiques, c'était aussi des connards. Des enfoirés. Voilà. D'abord, je voulais vous remercier, même si ça m'a mis en colère et que j'ai passé une forme de tristesse aussi, parce que la fin est un peu pessimiste, et ce que vous racontez sur le fait que rien n'ait changé, en fait, en Roumanie est complètement sidérant, enfin, que rien n'ait changé, en tout cas que personne n'a été inculpé, alors que les preuves sont là et que votre documentaire le montre. Et pour ça, pour moi, il y a deux scènes qui se font écho dans votre film, et qui montrent qu'en fait, les deux grandes figures ne sont pas récompensées de leur courage. C'est le débat télévisé du journaliste avec, je sais pas qui, mais ce personnage très cynique qui explique qu'il est juste là pour foutre la merde, quoi. Et à la fin, l'appel au père du ministre qui lui conseille de partir de Roumanie parce que rien n'est possible. Et en fait, paradoxalement, votre documentaire réussit là où il est à la fois très pessimiste dans le contenu et en même temps il montre ce cynisme-là, et on a, j'ai aucun doute de la réception. Je ne suis pas très clair. Oui, du public par rapport à ce cynisme du personnel politique complètement corrompu que vous montrez grâce à ce temps long que vous prenez dans le documentaire. Et ma question elle est assez simple après cette confusion. C'est juste comment ça a été reçu en Roumanie et quel impact vous, qu'est-ce que vous attendiez de la sortie du film en Roumanie et quel impact ça a eu effectivement? It's not easy to measure the impact of a film in the society, but for sure it was seen by many people. It had a very short cinema release because of the pandemic. The cinemas had to close down after 2 weeks when we started, but still we had around 25,000 admissions, which is very good for the low number of cinemas in Romania and the fact that people don't go to see documentaries in cinema. And then it went on to be streamed on the HBO platform, and it became there the most viewed film of the year. Oui, donc c'est un petit peu difficile d'avoir une vraie vue sur comment ça a été ressenti en Roumanie. Ce qu'il faut savoir, c'est que le film est sorti 2 semaines avant les pandémies du Covid, donc on ferme les cinémas en Roumanie, qu'il a fait 25 000 entrées, ce qui était énorme pour un documentaire, en sachant le peu de nombre de salles en Roumanie et le fait que majoritairement les Roumains ne vont pas voir de documentaire. Donc pendant le confinement, le film est sorti sur HBO, qui est la plateforme de streaming disponible en Roumanie, et ça a été le film le plus vu sur cette plateforme. I remember more than 1 million people, plus d'1 million de personnes l'ont vu de cette façon. Yes, and I think the most measurable effect was that the number of whistleblowers really exploded that went to journalists after the film came out. Oui, et donc par contre, l'effet le plus mesurable, c'est que beaucoup de lanceurs d'alerte se sont lancés après ce film. Merci de ce que vous venez de dire à l'instant, parce que ma question c'était de témoigner plutôt de ce que ce film, pour moi, avait été glaçant, parce qu'on descend en enfer et à chaque étape, on voit que la tâche est plus large et le trou plus profond. Et à la fin, ce sont les sociodémocrates qui gagnent. Donc, ce que vous dites sur les conséquences du film fait que je sors moins pessimiste que si j'étais sortie directement. Et ma question, en fait, était sur la dernière scène, parce que je n'ai absolument pas compris autour de quelle mort on était au cimetière. It was the child of the first man that appears in the film and says that his son should have been transferred to Vienna. He was transferred too late and got infected and died. So it's the first character that appears in the film. It's his son. C'est la tombe du fils du premier personnage qu'on voit dans le film, qui raconte qu'il aurait dû être transféré à Vienne et qu'il n'a pas été transféré dans un hôpital assez rapidement. Mesdames et messieurs, malheureusement, les séances s'enchaînent et on a déjà pas mal parlé. Est-ce que vous avez une dernière question pour Alexander? Sinon, je vais conclure avec une recommandation très chaleureuse. Parlez autour de vous de ce film, parce qu'il n'y aura jamais assez de gens pour le voir.
Déjà parce que c'est un très bel objet cinématographique, mais surtout quand même pour ceux dont il parle. C'est édifiant, c'est hallucinant. C'est très actuel parce que j'aurais aussi voulu parler de ça. On a eu une crise du Covid et les hôpitaux étaient en première ligne et c'est vrai que le film reste très actuel. Peut-être une petite mise en perspective par rapport à ça. Bah voilà, le système de santé. Also, good luck with the elections next year here. Bonne chance avec les élections l'année prochaine. Merci à tous. Bon après-midi. Merci.